Aucune montagne sur Terre ne vit plus au rythme du temps que le Jura. Ah, oh, oh. Alors là, il a bavé. Car c'est ici que sont confectionnées les plus belles montres du monde. Des gardiennes du temps de haute précision, sublimées par un bois d'exception. Tu connais celui-là? Pas encore, mais j'espère qu'il va me parler. À la Chaux-de-Fonds, capitale de l'horlogerie de luxe, j'irai découvrir les secrets étonnants de cette ville absolument improbable. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a des bouts de bois partout, Mais ouais, là, il et faut mettre ça par marcher terre. sur les copeaux de bois et on se casse pas la gueule. Attention, attention. Au plus profond de l'hiver, dans les vastes étendues enneigées, qui aurait pu imaginer qu'un jour le cœur des Jurassiens battrait au rythme raffiné des tic-tac les plus renommés au monde. Et pourtant, c'est ici que naissent depuis des siècles les plus beaux et les plus complexes mécanismes du temps. Direction le Jura suisse, dans le canton de Vaud. Je pars à la découverte de la fabuleuse épopée horlogère dont le berceau, paraît-il, serait situé ici, dans la vallée de Joux. Discrètement disséminées sur ce large plateau, les plus grandes manufactures du monde s'y sont installées, à la recherche d'une main-d'œuvre réputée et d'un cadre de travail apaisant. Je trouve ça absolument sublime comme paysage. Oui, Mais c'est merveilleux, hein. et les sapins sont... Ah, ils sont blancs en Là, plus. là, on dirait qu'ils font la révérence un peu. Oui, c'est ça. Oui. Pour découvrir cette incroyable conquête du temps, j'accompagne Sylvain, un horloger ambulant qui ne compte pas ses heures tant il est passionné. Et toi, Sylvain, tu fais partie de cette caste d'horloger? C'était ton métier? Oui, c'était mon métier. Mon père était horloger, à domicile. À domicile? À domicile, oui. Et aujourd'hui, tu continues alors que tu es à la retraite? Ah oui, mais je ne peux pas m'en passer, c'est trop beau ça. Si je n'avais pas ça pour me distraire un petit peu, ben, ça serait triste. Nous sommes sur la route du col de Marchéru, une voie historique pour le transport des montres de la vallée de Joux jusqu'à Genève. Un passage toujours utilisé par les horlogers des plus grandes marques de luxe. Ah, là, il y a le col et l'auberge. Nous arrivons maintenant à l'auberge du marché rue. Sylvain n'a pas une seconde à perdre, car vous allez voir que dans cet hôtel, Jean-Philippe, le gérant, est obsédé par le temps. Ah oui, d'accord, donc tu sais toujours l'heure qu'il est. Ça, c'est... T'en as combien? On en a une vingtaine. Sylvain m'en a proposé une. Après, les clients me proposaient de leur amener leur horloge qui était dans le grenier depuis 30 ans, qu'ils n'utilisaient pas. Ah ouais. Ça fait du bruit dans les appartements, donc Mais ici, ça fait du bruit aussi. Oui, Imaginez une vingtaine d'horloges et autres coucous sonnant tout à l'unisson en plein service. Impensable pour Jean-Philippe, qui a la mauvaise habitude de les dérégler. Et ça agace particulièrement notre horloger suisse. Elle est toute déréglée. Et qu'est-ce qu'elle a de C'est déréglé? Jean-Jean, il a déréglé la sonnerie. Elle sonne midi, maintenant c'est midi moins 20, il faut tout refaire. Voilà. Si Jean-Jean de temps en temps faisait les choses comme il faut, ben, il le ferait. Là, elle sonne 2 heures, maintenant faut tout rattraper, vous voyez. Donc, j'ai le temps, hein, j'ai le temps de le faire. Qui dit horloge suisse dit forcément coucou suisse. Et moi, je suis fasciné par ce petit oiseau en bois. Ah, ça, je veux voir ça, moi, en vrai. Parce qu'on le voit dans les pubs d'habitude. Hein. Et voilà. Tu vois, tu fais le mouvement du coucou, c'est bien. Je peux l'avancer sur midi. Ah oui, et midi, après, c'est bien. j'arrêterai. Voilà. Il doit sonner. Ah, oh, oh. Alors là, il a bavé. Alors c'est parce qu'il a déjà fait son tour. Alors, Ah, il sait qu'on se fout de lui, voilà, en fait. voilà. Et lui, il n'est pas tout à fait d'accord de vous montrer la vérité. Hein. Faut qu'il soit content pour sonner comme il faut. Ah bah oui. Ben, il y a beaucoup de monde, là, alors il fait un petit peu le malin. Voilà. Mais parmi les horloges, la franc-comtoise est la reine des garde-temps, d'une beauté perpétuelle pour qui sait la remonter et l'écouter. Ce bruit-là, tu sais quoi, il me rappelle mon Alors, enfance. c'est le Parce que tic-tac. mon arrière-grand-mère, elle en avait une comme ça, et il y avait le feu de bois, et il y avait un silence total dans la pièce, on entendait ça, et alors au bout d'un moment,
C'est le tic-tac. Du reste, Jacques Brel a fait une très belle chanson sur les vieux, la pendule qui fait tic et qui fait tac. Et c'est ma vie, c'est mon cœur. Le cœur fait tic-tac la même chose. Alors c'est le cœur de la pendule qui fait tic-tac. Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Difficile d'imaginer que c'est dans ce genre de petits hameaux perdus dans la montagne que sont fabriquées depuis des lustres les plus belles montres du monde. Il faut dire qu'il y a une explication à cela. On est dans le Jura, à 1000 mètres d'altitude, les hivers sont longs et rigoureux, et très rapidement, les paysans ont trouvé dans l'horlogerie l'opportunité d'arrondir leur fin de mois. Alors ils ont créé des petites fenêtres sur les façades, là où on mettait le foin, pour que l'on puisse travailler à la lumière sur les établis, et c'est là que tout a commencé. Acquis pendant des siècles, le savoir-faire des Jurassiens est à l'origine des plus grandes marques de montres. Mais avec la concurrence des systèmes à quartz dans les années 70, la crise horlogère se fit durement ressentir. Et c'est l'horlogerie de luxe qui donnera un second souffle à l'économie jurassienne. C'est au pied des pistes que se fabriquent aujourd'hui à la main des montres de plusieurs centaines de milliers d'euros. Dans les ateliers, le silence est de rigueur. Doués d'une grande précision, les horlogers assemblent jusqu'à 700 pièces microscopiques dans un mécanisme fonctionnant sans aucune pile. Mais plus qu'une montre, ici on fabrique surtout des œuvres d'art complexes, aux sonorités recherchées et à l'esthétique raffinée. Pour ce faire, les décorateurs utilisent des outils d'une finesse incroyable et n'ont pas trouvé mieux qu'une plante typique de montagne, la gentiane jaune, pour obtenir des pièces parfaites. Le secret des horlogers suisses tient donc beaucoup à la tranquillité et à la beauté des paysages jurassiens. Avec ses immenses forêts, la nature est une source d'inspiration permanente. En particulier pour un luthier d'exception, un peu à part, avec qui je vais faire une dégustation sonore inattendue. Voilà. Déjà là, c'est subtil comme son. Jean-Michel s'est lancé dans la confection d'écrins pour montres afin de sublimer leur sonorité. C'est incroyable. Et c'est seulement le bois qui fait ça. Voilà. En fait, on peut dire qu'on était charmé par le son, et maintenant le son, il fait aussi briller les yeux. Ouais. Dans le sens où il devient émouvant. Ouais. Et pour mieux comprendre ce phénomène sonore, Jean-Michel me fait une petite expérience. Ça, c'est un petit morceau de bois d'harmonie qu'on appelle bois d'harmonie, bois de résonance. Ouais. C'est de l'épicéa. Alors, je vais te le faire tenir à deux mains, voilà. Ouais. De l'épicéa de l'épicéa qu'on a trouvé dans la forêt, juste à côté. Ouais. Et ensuite, on va lui apporter une petite vibration mécanique à la manière de la montre. Voilà. Alors là, il fonctionne. Là, il marche, là? Ah oui, d'accord. On n'entend rien, en fait. Hein. Et puis, si on le pose là-dessus, voilà ce qui se passe. C'est incroyable. C'est cette planche-là qui... Voilà. Donc, on va mettre en vibration cette planche qui va agiter de l'air, et puis cet air agité va agiter notre tympan et nous permettre d'entendre le son. J'ai à peine senti les vibrations en la tenant. Et donc ça, alors tu dis que cette planche, c'est de l'épicéa? L'épicéa. C'est-à-dire un bois d'une banalité absolue. Tout de même. On a partout. On en croise des millions dans la forêt. Ce bois-là, il a été choisi par tous les luthiers pour faire... Stradivarius utilisait ce bois, Guarneri, de l'épicéa. Voilà, Steinway pour les pianos, etc. Tous ces gens-là utilisent ce bois et le mettent en vibration avec une énergie. Là, c'est en l'occurrence l'énergie des cordes. C'est fou. Luthier de formation, Jean-Michel est surtout l'inventeur, un peu par hasard, d'une enceinte absolument fascinante. On va mettre ce bois en vibration, mais cette fois avec des vibreurs électroniques, pour créer du son musical et puis associer ça à sa chaîne stéréo. Et c'est ça. Et c'est ça. Voilà. Voilà. Hello, it's me. C'est incroyable.
I was wondering if after all these years you'd like to be when we were younger Là, je suis bluffé. Ah ouais. and free. C'est incroyable parce que c'est presque émouvant d'imaginer que c'est du bois qui restitue ce son, donc un matériau vivant. The difference between us and a million miles. Je ne sais pas si vous imaginez que c'est quand même ça, avec un petit vibreur derrière, hein, c'est ça? Comme quoi, le bois, il a quand même une communication émotionnelle importante. Hein. Oui. Ça, c'est vraiment, on met le doigt sur la raison d'être du choix de ce bois par les luthiers, c'est qu'il apporte cette dimension émotionnelle que dans le mot vibration. Et encore plus quand on sait que ce bois il vient de la forêt d'en face, Voilà. et que tu aimes te balader pour aller Voilà. choisir l'arbre qui va être capable de faire ça. Voilà. Et où je t'invite à venir si tu le souhaites. Eh ben, je veux bien voir comment tu fais. Voilà. Juste avant, quand même, j'aimerais écouter encore. Ok. C'est incroyable. C'est vivant, hein. Ouais. C'est une enceinte qu'on peut caresser. Voilà. C'est incroyable. Alors nous partons dans sa forêt, un paradis pour luthier et le point de départ de son innovation. Là, t'as vu, la neige, elle n'a pas au pied des arbres. Elle est retenue par le branchage. Puis ça prend tout doucement. Sur nous, on est Mais avant de faire chanter le bois, il faut avoir un peu de veine. Alors celui-là, il a l'air quand même rectiligne, c'est déjà ça. Oui, c'est vrai qu'il a une belle qualité et en plus, on a l'impression, enfin, il donne l'impression d'avoir des fibres bien parallèles. Mais c'est très fin. Alors il y en a combien d'arbres éligibles? On parle d'1 sur 10 000. Ah oui, ça fait des balades dans la forêt. Hein. Ça fait quelques kilomètres dans la forêt, oui. Les critères objectifs, on les comprend bien. Pas trop de branches, la bonne forêt, bien exposée, 350 ans, bien droit. Mais il y a ce supplément d'âme qui ne s'explique pas, mais que tu arrives à trouver. Alors comment tu fais? On peut parler d'imprégnation. Il faut se promener beaucoup en forêt, il faut apprendre le langage des arbres, il faut les toucher, il faut les embrasser. Tu le connais celui-là? Pas encore, mais j'espère qu'il va me parler. Sans, Le problème, c'est que je ne suis pas Mais- encore assez sensible, tu Voilà. vois. Donc les autres mises à part, c'est vrai qu'on doit essayer de communiquer avec l'arbre, qui est un être vivant. C'est un peu chamanique, Oui, mais ça parce que me c'est des parle. valeurs non objectives, Ouais. mais c'est des valeurs qui sont très importantes pour la lutherie, parce que je dis qu'on fait un métier qui est artistico-artisanal. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est vraiment sur le fil entre toujours ces valeurs objectives de bien facture et ces valeurs subjectives de performance de l'outil d'expression. Alors ça, c'est toute la beauté, toute la féerie de ces forêts du Jura, majestueuses lorsqu'elles sont enneigées, des forêts quasi désertes, dans lesquelles on pourrait presque entendre le silence. Vous vous dites sûrement que je suis en train de me balader dans un endroit désert. Eh bien, pas du tout. Je suis en fait à quelques centaines de mètres seulement de l'une des plus grandes villes de Suisse romande, La Chaux-de-Fonds, une ville improbable qui a été construite à 1000 mètres d'altitude, là où en général on ne trouve que quelques fermes, une ville entièrement tournée historiquement vers une seule activité, l'horlogerie, ce qui lui a valu son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un événement anodin a fixé le destin de la cité. Aux environs de 1650, un voyageur anglais s'adressa à un forgeron afin qu'il répare sa montre. L'habile ouvrier nommé Daniel Jean Richard n'avait jamais vu auparavant un mouvement d'horlogerie. Non seulement il le répara, mais quelque temps après, il fabriqua une montre de toutes pièces. Daniel Jean Richard, surnommé à juste titre le père de l'horlogerie suisse, avait ainsi décidé du sort d'abord artisanal, puis industriel de La Chaux-de-Fonds. Mes premiers pas dans cette ville étrange ne me laissent pas indifférent. Des bâtiments cossus, des grandes avenues, des casernes ouvrières construites au pied d'anciennes fermes horlogères. Je prends conscience de l'essor miraculeux de cette ville sortie de nulle part au beau milieu des montagnes. Car La Chaux-de-Fonds était une sorte d'Eldorado où tout le monde avait le droit de devenir horloger.
Un destin improbable, car suite à l'incendie de la vieille ville, la cité fut entièrement reconstruite selon un plan novateur à l'origine de cette épopée industrielle. Elle est énorme la cloche, j'espère qu'elle va pas sonner tout de suite là, parce qu'on est mal. Hein. Surtout que c'est peut-être pas le moment de le dire, mais c'est pour ça que toute la ville a brûlé. C'est parce que le marguillier a pris un coup de cloche sur la tête. Bon, on doit avoir 10 minutes avant que ça ressonne. Marikit est historienne. Elle m'amène au sommet du Grand Temple, d'où l'on peut observer cette structure urbaine unique. Ah oui. C'est beau, non? Et qu'est-ce qui explique ce plan type Manhattan, à angle droit avec des rues très larges? Donc ici, à la Chaux-de-Fonds, en fait, on a savamment combiné ce qui est à la mode à l'époque en termes d'urbanisme avec les besoins de l'horlogerie, parce qu'on prévoyait la ville en devenir. Et donc, ces rues larges et droites, il y a une raison particulière, c'est qu'ici, comme on est tellement haut placé, on est à 1000 mètres, il y a énormément de neige. Et oui. Et en fait, comme il y a tous ces ateliers qui travaillent ensemble, c'est important qu'en tout temps qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'on puisse transporter les composants d'un atelier à l'autre. Il y avait des garçons qu'on appelle des commis, c'était leur travail. Donc il faut imaginer cette ruche. On dit souvent que la Chaux-de-Fonds est une ruche industrieuse et industrielle. Durant de longs mois, le froid et la neige vont tenir compagnie aux chaudefonniers qui s'en accommodent fort bien. Un matériel perfectionné de déblaiement est prêt à entrer en action. Un bon coup de pelle évite à la maison de se transformer en igloo. Impensable de freiner l'élan d'une ville qui, au début du XXe siècle, fabrique plus de la moitié des montres du monde. Alors tous les moyens étaient bons pour ouvrir les routes et dégager les trottoirs. Au point qu'à la Chaux-de-Fonds ont été construites les premières fondeuses, des machines étonnantes qui transforment la glace en eau. Il fallait y penser, les chaudefonniers l'ont fait. Alors ça, c'est le sport national à la Chaux-de-Fonds, hein, c'est ça? Sport obligatoire, ouais. Mais me dites pas que vous avez enlevé tout ça devant votre garage quand même? Si. Avec du temps, oui. Parce que c'est quoi la règle? Parce que d'un côté les voitures et de l'autre le tas de neige? Un petit peu ça, ouais. Vu que la rue est en pente, le chasse-neige pousse dans le bas. Ah oui. Parce que dans le haut, ils veulent pas laisser la neige parce qu'après, quand elle fond, ça fait des coulées d'eau sur la route et les gens glissent et les voitures glissent. Donc c'est tout en bas. Et puis moi j'habite en bas. Ben voilà. Et ben bon courage, hein, parce que ça pèse quand même 2 tonnes. Ça régale. Bien qu'un peu austère par ses temps maussades, la ville n'en finit pas de m'étonner. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors ça, c'est une spécialité chaudefonnière, c'est un truc que j'adore, c'est les moucariettes. Les moucariettes? Ouais. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est d'après le chef de la voirie, M. Moukaria, qui a patenté ça. Et c'est des copeaux de bois imbibés de saumure. Ah mais c'est pour ça qu'il y a des bouts de bois partout ouais. là, alors les gens ils se baladent pour pas parfait. glisser et mettre ça par terre. Il faut marcher sur les copeaux de bois et on se casse pas la gueule. Et donc en gros il faut en garder un avec soi alors. Ouais, on a le droit. C'est gratuit. Il faut en avoir un à la maison. Génial. J'en prends aussi comme ça. Hop. Il y en a partout dans la ville des trucs comme ça. Partout dans la ville. C'est bien ça. Me voilà donc prêt pour affronter cette cité un peu givrée mais tellement bien pensée. À l'image des ruelles alignées à la perfection d'est en ouest pour permettre aux façades de capter la lumière. Attention, attention. Ça m'éclate ton truc là. Tu vois là-haut, ouais. Les fenêtres en bandeau. Ça, c'est des fenêtres qu'on a pu mettre en multitude sous le pignon. Ouais. Et c'est le signe, quand on a construit l'immeuble, il y avait un atelier d'office là-haut sous les combles. Une lumière indispensable aux horlogers, car à la Chaux-de-Fonds, un emploi sur 3 est lié au métier de la montre. Au fur et à mesure que les portes s'ouvrent, les secrets se dévoilent comme dans cette ancienne fabrique de montres en or. Et comment on évitait la fauche quand même? Alors ça, il y avait des manières différentes et variées. Alors déjà, il fallait se changer avant d'entrer pour être propre et aussi pour ne pas pouvoir piquer des lingots. Et si on avait un peu une tête de margoulin, peut-être un peu comme toi, il y avait ici dans cet atelier, il y a typiquement une sorte de fenêtre très spéciale. Ça là? Celle-ci, elle s'ouvre dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, elle s'ouvre dans l'autre sens. Et en fait, du coup, l'ouvrier qui serait tenté de lancer un petit lingot à son ami qui serait de l'autre côté, il peut pas. Il peut pas, parce qu'il faudrait lancer par en dessus. Ah ouais. Et c'est pas possible. Mais même les petits lingots, ça a beaucoup de valeur, donc il fallait faire très attention. No comment. Alors que je pensais avoir fait le tour de la ville, Marikit me fait encore découvrir un lieu étonnant, au sein même des ateliers.
C'est incroyable de trouver des pièces comme ça juste à côté de l'atelier. Un style unique, mondialement connu, qui a influencé l'urbanisme et le mobilier de nombreuses cités. Alors ici, c'est un salon Art Nouveau, parce qu'il faut savoir aussi que la Chaux-de-Fonds a eu son propre mouvement Art Nouveau. L'idée, c'était de créer des œuvres d'art totales en les décorant d'éléments stylisés inspirés de la nature environnante. Et comme ici, on est au milieu de la forêt, au milieu des montagnes, il y a des sapins partout. Donc en fait, on appelle ça le style sapin, parce qu'on retrouve dans tous ces motifs le motif de sapin. Et il y a eu des personnalités célèbres qui sont nées de ce mouvement? Absolument. Il y a surtout Charles-Édouard Jeanneret, qui était architecte et qui est devenu Le Corbusier, et donc un des plus grands architectes du XXe siècle. Est né à Chaux-de-Fonds. Ses premières réalisations sont à la Chaux-de-Fonds, et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'avant de passer au modernisme et à cette architecture épurée qu'on lui connaît si bien, en fait, il a baigné dans l'art nouveau, et lui, ses premières réalisations sont des réalisations de style sapin. Et c'est ici que Le Corbusier obtient ses premières commandes de pavillons. La Maison Blanche est l'une des plus connues. Dans son art, l'angle droit et la lumière se combinent en permanence, des principes fondateurs de l'architecture de la Chaux-de-Fonds, sa ville natale. La Chaux-de-Fonds, capitale horlogère, vous le savez, mais c'est aussi une ville où l'on pratique beaucoup de ski de fond, mais aussi du ski de piste. Et ce que vous voyez derrière moi, eh bien, c'est pas une station de ski, ce sont les derniers immeubles de la ville, situés immédiatement à côté d'une toute petite station qui fait partie des secrets, justement, que seuls les chaux-de-fonniers connaissent bien. Je retrouve le propriétaire des lieux qui, à l'image de sa dameuse, attend patiemment la neige et ses clients. C'est génial, c'est son bar là. C'est la caisse et le bar. Salut, Hey, salut Laurent, comment vas-tu? Mais bien. Fais voir ça. Ah, c'est les Ça, forfaits. c'est les forfaits à l'ancienne. Oui, à l'ancienne. Vous vous rappelez quand vous étiez petit, vous pouvez faire des petits trous comme ça? Je peux en faire? Fais seulement. J'ai toujours rêvé de faire des petits trous comme ça, voilà. Je les ai pas fait droit. Hein. Et donc, ça s'appelle le téléski du chapeau Rabelais. Tout à fait. Du petit chapeau. Du chapeau Rabelais. Ouais. Tu me rejoins dehors? Volontiers. J'adore ça. Bon, alors, c'est pas Verbier, c'est pas Zermatt, mais quand même, on peut faire du ski. Sauf que pour l'instant, par manque de neige, la remontée est à l'arrêt. Il y en a quoi? Il y en a 20, 25? Ouais, là, je pense, ouais. Alors, pour profiter du panorama sur la ville, une seule solution, prendre son courage à deux pieds sur l'une des 3 pistes de la station. Sully est artificier mineur l'été et il a tout simplement racheté ce téléski pour se faire un complément d'activité l'hiver. Un pari un peu fou et une seconde vie pour ce vieux tire-fesse. Bon, on est arrivé au sommet. Ça fait une bonne grimpée, hein? Ouais, allez, je me retourne. Ah ouais. Et voilà la ville. C'est incroyable. C'est grand, hein? Mais c'est grand, puis surtout, t'es vraiment en pleine montagne, quoi. Ouais, ouais. Donc la frontière française, elle est là. Elle est de ce côté, ouais. C'est comme une passion d'exploiter ce petit téléski. Ça fait combien de temps que tu fais ça, toi? Moi, ça fait 18 ans que je suis là. Bah, faut aimer ça, quand même. Ben, ma foi, oui. Et puis, ben, avec tout ce que j'ai mis de mon cœur là-dedans, et puis ben, de ma bourse aussi, on croche pour que ça tourne, quoi. Parce que ce qui te plaît par rapport au métier de mineur, où tu parles difficilement avec les rochers, quand même, ouais. c'est que tu as un contact avec la clientèle, là. Tu les connais, les gens, à force, ils reviennent. Ici? Ouais. Ah, bien sûr, les familles, tout ça, c'est une grande famille. Sitôt que le téléski s'arrête, on ne les voit plus. Et puis, sitôt que ça remet en marche, c'est comme si on ne les avait pas quittés. Ouais. Moi, je t'ai dit, il a l'air neuf, ton téléski. En fait, non, pas du tout. Il aura 50 ans. Comme toi. Voilà. Et comme moi. Voilà. Pas depuis longtemps. Ça fait la même année que le téléski. Voilà. Oh, la vache. 67. Oh, ça m'émeut, dis donc, ce téléski à mon âge. Mais il est beau quand même, il se tient. Hein. Ouais. Ah ben, on entretient. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Moi, j'adore les petits téléskis. J'adore ces endroits. Il y en a plein dans le Jura, des gens qui ont une petite ferme et qui ont mis un petit téléski. Il y en a côté français aussi. Et je trouve que ça donne une âme à ces paysages de moyenne montagne qui n'aura pas sinon. Puis c'est l'occasion de monter. On en profite, ouais. Merci Sully. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il neige. D'ailleurs, c'est peut-être bien parti. Voilà, cette émission est terminée. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir aussi bien le Jura côté français que côté suisse et notamment la ville de la Chaux-de-Fonds qui gagne vraiment à être connue. On peut se retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux pour discuter ensemble et sur TV5 Monde pour la rediffusion. Excellente semaine à tous. On redescend à pied? On y va. C'est vraiment chouette, hein. J'imagine qu'on puisse skier là et redescendre sur la ville. La nuit en plus avec les lumières, ça doit être génial. Magnifique. On trouve des pièces comme ça et on...